Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir ici dans ce plateau notre très cher monsieur Massamba Thiam. Massamba, bonjour. Oui, bonjour monsieur Thiam Moustapha. Je vois que vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en réseau sécurité avec plus de 15 ans d'expérience dans la vie professionnelle avec plusieurs sociétés internationales. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours scolaire? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces genres d'études? Alors moi j'ai été très tôt intéressé par les technologies depuis tout jeune. Donc moi j'ai fait un parcours au Sénégal où j'ai obtenu mon bac. Et comme j'étais passionné et très, très performant dans les outils informatiques, à l'époque, bon, on parlait des années 2000 où on arrivait à avoir autant de machines débarquées au Sénégal, des ordinateurs partout. Et comme j'arrivais à travailler avec, comment dirais-je, les équipements et de faire en sorte de pouvoir réparer. Donc c'est là où j'ai pris goût et j'étais très performant. Et c'est là où je me suis dit, je vais poursuivre mes études en informatique. Et quand je suis arrivé en France, j'ai commencé par faire un diplôme de BTS en informatique de gestion, option administrateur réseau. Je voyais que ce n'était pas suffisant pour pouvoir atteindre un certain niveau, parce que bon, dans le monde de l'entreprise, on voit toujours des gens qui ont un certain niveau et on sollicite souvent pour effectuer certaines tâches. Et je dis pourquoi pas moi, pour que je puisse atteindre ce niveau-là. Donc c'est dans ce cas de figure que j'ai poursuivi les études au CNAM. Pour pouvoir faire le diplôme qu'on appelle IRSM, ingénieur réseau système multimédia. Très bien. Et après, j'ai fait des certifications d'ingénierie Microsoft. Oui, j'ai vu que vous avez fait plusieurs certifications aussi sur la partie sécurité. C'est ça. On reviendra sur ça. Et donc, c'est au fur et à mesure que je rajoute une couche de connaissances et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'années d'expérience. J'ai travaillé avec des très, très grands groupes où j'ai occupé de grandes responsabilités. D'accord, très bien. Très bien, donc dès le bas âge, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Ça, c'est important quand même de s'identifier, avoir une vision globale par rapport à ce qu'on veut forger en termes de carrière. Tout à fait, tout à fait. Si je reviens aussi sur votre casquette aujourd'hui, vous occupez un poste de chef de projet transverse sur tout ce qui est sujet lié à la cybersécurité. Oui. Pour vous, quelle est votre vision globale du métier de cybersécurité et quel est son rôle au sein d'une société? Alors, moi, le métier de cybersécurité, avant, ça n'existait pas. Nous, on appelait ça sécurité informatique. Et c'est après, à partir de 2016, que j'ai commencé à faire les certifications en sécurité endpoint, ingénierie endpoint security. Et donc, du coup, ça évolue en permanence. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet qui a été un peu plus démocratisé, on est plus vulnérable à tous les niveaux. Et comme on sait que la technologie avance à grands pas, tout est automatisé et l'arrivée de la digitalisation est quand même quelque chose qui a été une forte avancée technologique. Donc, qu'on arrive à utiliser les smartphones pour pouvoir faire certaines choses et beaucoup de choses qui ont été dématérialisées. Il y a cette couche de sécurité qui rentre en jeu. Qui entre en jeu et qui n'est pas négligeable. Et dans ce cas de figure, c'est là où on a beaucoup de lois et de normes qui ont été mises en place, comme les normes, tout ce qui est loi RGPD, protection des données, il y a le NIST, il y a plein de trucs qui sont liés aux organismes gouvernementaux et qui font qu'aujourd'hui, on doit être très vigilant de faire attention parce qu'il y a les cyberattaques, il y a tout peut se faire en fait au niveau d'Internet. Et à partir de ce moment qu'on n'est pas protégé, on devient vulnérable et on peut faire beaucoup de dégâts. Mais si on voit sur votre métier en tant que chef de projet cybersécurité, quelles sont les missions et les tâches qui rythment votre quotidien? En ce qui me concerne, moi je travaille dans une grande banque. Je suis spécialisé dans ce qu'on appelle la protection de l'information, la protection de la donnée, des données bancaires, tout ce qui est cryptage de cartes bancaires, protection des données confidentielles de l'entreprise. Mais je suis quand même technique pour pouvoir travailler
sur ce qu'on appelle des règles de sécurité qui permettent comment dirais-je, de contrôler tout ce qui sort et tout ce qui rentre au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'établir des stratégies et des algorithmes qui permettent aujourd'hui, si vous mettez votre clé USB sur votre poste ou lorsque vous essayez de faire sortir des données de l'entreprise, vous avez une règle de sécurité qui vous y empêche. En plus de ce qu'on appelle la sécurité endpoint, tout ce qui est EDR, protection, etc., cryptage de disques durs, cryptage de données, certification d'authentification, certification d'autorité, qui permet de voir vraiment à protéger l'entreprise derrière des barrières de sécurité qu'on appelle les bastions. Je vois que la chefferie de projet, quand même, c'est un métier très passionnant, un métier aussi à part entière où il faut avoir une bonne méthodologie. Vous avez travaillé sur des méthodologies agiles, cycle en V. Quelle est votre vision d'un point de vue méthodologie ou bien quelle est l'importance de la mise en place d'une méthodologie pour réaliser un projet? Quand j'étais à la BNP où j'avais fait justement une bonne partie de chefferie de projet, on avait utilisé les méthodes agiles. Mais moi, je suis certifié ITIL V3 Foundation et c'est la certification, en fait, c'est ITIL que j'utilise comme méthodologie pour la gestion de projet, gestion au niveau de service, gestion de la qualité de service, etc., gestion de changement. Et donc, en fait, avec ITIL, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir piloter parce qu'en fait, ITIL, c'est aussi une méthode qui permet d'avoir une efficacité du suivi et du gain de temps. Et la méthode agile, on faisait des points qui étaient plutôt des points de groupe, des réunions d'équipe. Et à chaque fois, on avait les post-it, etc. pour enlever les post-it pour dire ça c'est fait, ça c'est pas fait, reste à faire, pourquoi on est bloqué. Et tout de suite, c'est aussi rapide. Les deux se vont, mais moi, je préfère agile. Agile, d'accord, très bien. De toute façon, on voit que vous êtes une personne agile et habile sur pas mal de sujets. Comment vous avez démarré votre carrière à l'issue de cette formation? Est-ce que c'est pas évident quand on vient de l'étranger? Voilà, à bas âge, je vois que vous avez fait pas mal de choses, mais le premier emploi aujourd'hui, c'est quand même problématique pour la plupart des personnes, avec ces fameux changements de statut, etc. Est-ce que vous avez eu des difficultés et comment vous avez pallié ces sujets? Alors, moi, j'ai pas eu de problème en termes de changement de statut, vu que moi, je suis né ici, donc je suis français. Et donc, du coup, en termes de stage, moi, j'avais fait une alternance. Et une fois qu'on a acquis une certaine expérience en alternance quand je faisais le BTS, c'était déjà un point positif qui permettait à l'époque de pouvoir postuler et de trouver rapidement. Là où je faisais mon stage, ils voulaient déjà m'employer. Du coup, moi, j'ai choisi comment dire, de perfectionner, de poursuivre également et de pouvoir avoir encore un point, c'est-à-dire un pied à l'intérieur de la société. Et moi, quand je suis sorti de la formation, ça a été automatique. J'ai même pas attendu. C'est même avant de terminer que j'ai eu des propositions. Ça aussi, c'est important. Des fois, la plupart des personnes, quand ils sont en stage ou bien en alternance, peu importe le statut de leur contrat, ils ont l'habitude de penser que l'entreprise est là juste pour réaliser une mission. Mais si tu te donnes à fond, c'est toi qui es le facteur déterminant pour décrocher ce qui est le suivi de parce qu'il faut se sentir indispensable pour décrocher quelque chose à l'issue de ton contrat. C'est ça. Très bien, on va poursuivre aussi notre échange. Aujourd'hui, on voit la montée fulgurante de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle avec ces fameuses réglementations RGPD, donc il y a pas mal de sujets. Qu'est-ce que vous pensez sur l'IA? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un frein ou bien quel est son impact par rapport à la performance des sociétés? Alors, on peut y voir plusieurs lectures différentes. Il y a une première lecture qui est une lecture positive, que j'apprécie beaucoup parce que c'est une montée fulgurante que nous avons tous constatée et on le voyait venir depuis des années. L'intelligence artificielle occupe une place extraordinaire dans une société. Ça permet de faire des économies en termes de gains, en fait, des vraies économies financières pour pouvoir automatiser les tâches régulières. Et malheureusement, ce qui dit économie sur les tâches, c'est qu'on sacrifie les humains. C'est les humains qui faisaient certaines tâches. Maintenant, l'intelligence artificielle permet d'automatiser pas mal de choses. À l'époque, nous, on était administrateurs, système ingénieur, administrateurs. On allait dans les salles serveurs. Moi, quand j'ai vu que ce métier-là allait prendre une autre tournure, tout de suite, je me suis mis à me spécialiser dans la cybersécurité, qui était une couche
ultérieure qui vient après la couche d'administration système et réseau. C'est-à-dire que là, on gère la partie sécurité des systèmes d'information. Maintenant, regardez ce qui se passe. Tout est en train d'être, comment dirais-je, migré vers le cloud. On a les clouds Azure, on a du AWS, on a toutes sortes de clouds. Des solutions SaaS. Des solutions SaaS. Et donc, tout ça, c'est des... Donc, c'est des sacrifices de travail. Donc, à un moment donné, l'intelligence artificielle qui vient se rajouter à tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie même ceux qui proposent ce genre de service-là, ils sont en danger. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des métiers derrière l'intelligence artificielle. Bien sûr. Beaucoup trop même. Vous allez voir dans quelques années. Bon, cybersécurité, on dit ciao, comme j'ai toujours fait avec les autres. Et là, je vais me spécialiser dans l'IA. C'est important. En tout cas, c'est un métier qui est en constance d'évolution et c'est important de se remettre à jour. Donc, il faut toujours réactualiser ses expériences, être en veille technologique pour pouvoir monter en compétences et exercer dans ce... Est-ce que je rajouterai, parce qu'on a aussi... quand même, il faut être très vigilant sur l'IA. On ne peut pas tous sauter vers l'IA parce qu'il y a cette partie que l'humain ne maîtrise plus. C'est-à-dire qu'on est toujours conditionné par des algorithmes qui ont été déjà faits par les humains. Et ça donne la paresse intellectuelle de pouvoir aller au-delà de la recherche. D'accord. Massa Matiam, mais aussi connu sous le nom de Nigemas. Nigemas, pourquoi Nigemas? Vous êtes artiste engagé, panafricaniste, et vous avez sorti plusieurs albums ici en France, mais aussi au niveau de l'Afrique. Comment vous alternez ces deux mondes, la vie artistique, mais aussi la vie professionnelle en tant qu'ingénieur expert dans la partie réseau, sécurité, cybersécurité? Je vais commencer par juste résumer en Nigemas, artiste panafricain, qui a maintenant 15 ans de carrière, 4 albums, etc. Nega, ça vient d'un nom éthiopien qui signifie celui qui ramène la lumière. Netière, en langue éthiopienne, et qui dérivait aussi des langues de l'ancienne époque de l'Afrique. Donc, comme moi je me réclame d'un panafricaniste convaincu, donc je crée mon univers autour de ces aspects-là qui me parlent beaucoup. Et pour moi, la musique, c'est à mes heures perdues, c'est une passion personnelle, et j'arrive quand même à m'organiser et de faire la part des choses. Voilà, moi, en tant que consultant, je suis Massamba, et en tant qu'artiste, je suis Nigemas, et c'est deux univers complètement différents. D'accord. En tant qu'artiste, voilà, j'essaye de faire en sorte que, par exemple, les week-ends ou les soirs, soit les soirs, je me mets à écrire, à composer, les week-ends, soit je vais au studio ou je fais des concerts. J'ai réussi à écouter plusieurs de vos chansons comme Aduna et aussi L'œil du Nil. L'invisible, c'est ça. Ce qui m'impressionne dans vos écrits, on voit un petit peu quand même une poussée. Une poussée, donc ce n'est pas l'artiste qui écrit pour écrire, qui rime pour rimer, mais l'artiste qui cherche toujours des sujets profonds qui ont un impact dans cette communauté. Pourquoi vous êtes toujours ancré dans cet enracinement côté Afrique et pourquoi vous voulez toujours apporter, combattre l'injustice, mais aussi apporter une plus-value par rapport à cette communauté? Oui, alors, donc du coup, pour moi, en fait, être artiste, c'est déjà avoir ce talent de poète. Et pour moi, la poésie africaine, c'est ce qu'on doit mettre dans notre musique si on se réclame d'un panafricaniste. Je pense quand on parle de l'art, quand on parle de musique, je sens la voix, je sens aussi l'émotion parce que... Je suis un passionné. Ça se voit, vous êtes un passionné. Mais aussi, Senghor, hein, Léopold Sédar Senghor, idéologiquement, on n'était pas trop d'accord, mais il m'a inspiré beaucoup, et mes Césaire aussi. D'accord, ok. Voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est votre identité que vous réclamez et ce que vous imposez à travers cette musique. Parce que vous pouvez être dans la musique, aux tendances, pour... bon, j'ai rien contre l'amour ou bien d'autres choses, mais je pense qu'il y a toujours des sujets très importants à traiter pour cette communauté. Tout à fait. Si on se réclame en tant que messager du peuple, il faut quand même répondre aux problématiques que le peuple souffre. Exactement, je suis parfaitement d'accord. Et là, vous êtes positionné sur ça et c'est pourquoi j'aime et j'apprécie ce que vous faites. J'aurais quand même une question qui parle de panafricaniste, donc parle un petit peu de ces jeunes qui nous regardent, qui rêvent peut-être forger une carrière. Quelle est votre vision d'Afrique? On parle toujours de l'Afrique, c'est le futur. Comment aujourd'hui l'homme noir doit s'identifier pour apporter un impact et prendre son envol? Question très compliquée à traiter parce que on se rend compte que
depuis après les indépendances, on dit tout le temps l'Afrique est le futur. L'Afrique est le futur, mais le futur jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut que les Africains, nous, Africains, prenions nos propres responsabilités pour mettre ça en œuvre, pour mettre une Afrique qui marche, une Afrique debout. Et je l'ai dit dans Enfants du Nil, je rêve d'une Afrique qui fabrique ses propres armes. Je veux une Afrique qui se bat sans éprouver d'état d'âme. Je veux une Afrique qui soit plus forte que les États européens, qui forme ses propres avocats et ses propres médecins. Là, s'il y a deux éléments à me donner, vraiment qui sont les sources indispensables pour permettre à l'Afrique de prendre son envol, ce serait sur quel domaine aujourd'hui l'Afrique doit se baser ce serait pourquoi pour vous? Bon, on dira, en fait, moi je vais rajouter un troisième élément. Parce que pour moi, le premier élément, c'est de rompre avec ces dominations néocoloniales, tout ce qui est France-Afrique, etc. Parce qu'on n'a pas la maîtrise de nos richesses. Il faut qu'on arrive à récupérer l'exploitation et la mise en place de nos richesses pour que ça puisse être profitable à tous les Africains. Voilà. Mais qui va exploiter nos richesses? Nous-mêmes, les Africains. Et ça, pour ça, justement, c'est le deuxième élément que vous avez dit, sur lesquels je vais me reposer pour pouvoir répondre à la question. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'Africain lui-même puisse accéder à l'éducation, la formation et la technologie. Pour moi, c'est ça, c'est des éléments. C'est la formation, c'est l'éducation, c'est au lieu qu'on passe notre temps à dépenser des milliers d'euros dans les boîtes de nuit, qu'on dépasse l'argent dans les centres de formation pour se réveiller et pour qu'on arrête qu'on passe à s'amuser, à manger, à rigoler, quoi. On fait que ça, à mon avis. Et si on arrive à mettre fin, on arrive à conscientiser le maximum de personnes, je pense qu'il y aura... Regardez les Chinois, comment ils sont arrivés. Et il n'y a pas longtemps, ils étaient comme nous. Et là, ils sont première puissance mondiale. On se pose des questions. Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Parce que tout simplement, on ne veut pas. Chacun est maître de son destin. L'émission tire à sa fin. C'est très beau de dire, oui, les autres, mais est-ce qu'on s'interroge sur nous-mêmes, notre impact par rapport à notre communauté, notre famille, notre vie de manière générale? Et je pense que chacun doit prendre son envol par rapport à cette Afrique. Donc, le temps n'est plus à la parole, mais à l'action. Donc, il faut qu'on s'active davantage. L'émission tire à sa fin. Nigamas, s'il y a 2-3 conseils à donner à toutes ces personnes qui nous regardent et qui rêvent de bâtir une carrière, pas pour devenir Nigamas, mais pour forger une carrière professionnelle, alors, quels seraient ces conseils? Aujourd'hui, tu vas être surpris de ce que je vais dire. Aujourd'hui, pour moi, je veux que les jeunes s'inspirent de Moustapha Thiam. Ce n'est pas Moustapha Thiam en tant qu'homme, mais Moustapha Thiam en tant qu'homme. Parce que tout simplement, si aujourd'hui je suis là dans ces beaux plateaux, si je suis là en train d'avoir une audience, une tribune pour pouvoir exprimer et de parler de ces choses qui nous interpellent, c'est qu'aujourd'hui on a Exigence Haïti qui est une très belle société qui emploie, parce que je te suis depuis très longtemps, et aujourd'hui on a une société implantée au cœur de la France. Et vous êtes arrivés bien après d'autres générations qui n'ont pas réussi. Et c'est ça qui fait notre malheur, en fait. Parce qu'on ne veut pas faire l'effort pour pouvoir créer de la richesse. Et pour moi, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est un exploit pour que les jeunesses puissent s'inspirer de ce modèle-là, créer de l'emploi, créer de la connaissance, créer de la valeur. C'est cette Afrique-là que nous voulons. Merci Nigamas, l'émission tire à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau expert pour parler de ce qui se cache derrière son CV. Audio